Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, première émission de l'année 2014. Et comme à l'habitude, nous avons le plaisir de recevoir en studio pour cette émission Madame Jocelyne Cauvier, réalisatrice et animatrice de cette émission. Alors bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Dis-moi donc Jocelyne, le temps des fêtes, ça a bien été cette année? Petite période tranquille. Un peu de musique? Toujours à chaque année, je tombe célibataire, le monde commence à avoir l'habitude. Ben là, mais on garde le sourire, puis de la musique, puis en famille. Donc, il faut le dire, la musique dans la vie, c'est réconfortant aussi. Voilà. J'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ça en famille aussi. Hein? Oui, oui, oui. Un sujet assez sérieux pour ouvrir l'année 2014. On doit le dire, ça a même été un fait marquant à l'intérieur de l'année 2013, les conséquences du transport du pétrole par wagon. Et on ne peut discuter de ce sujet-là sans faire référence à la catastrophe qui s'est déroulée le 6 juillet dernier à Lac-Mégantic. Donc, il faut le dire, on commence l'année avec un sujet fort et un sujet extrêmement d'actualité. Hein? Oui, puis je ne sais pas si c'est parce qu'on le remarque davantage depuis Lac-Mégantic, mais depuis quelque temps, il me semble, on entend beaucoup parler de trains qui déraillent. Puis c'est quand même assez inquiétant. Puis à Lac-Mégantic, on parle, ça va prendre des années avant vraiment de tout décontaminer, de reconstruire. Je pense qu'on ne pourra même pas reconstruire au centre-ville même tellement que c'est... Cet événement-là a eu comme conséquence, on dirait, de nous ouvrir les yeux et de nous faire prendre conscience que plus que ça allait avec le développement du pétrole dans l'Ouest canadien, qu'il y avait de plus en plus de transports de matières dangereuses qui s'effectuaient sur le réseau ferroviaire canadien, réseau là, qui représente quand même, puis ça c'est une statistique très intéressante que j'ai lue en préparation d'émission, 5000 km seulement au Québec. Donc, non seulement ça nous a fait prendre conscience de la dangerosité de ce transport-là, mais aussi qu'il s'en faisait beaucoup plus que ce qu'on pouvait s'imaginer. Hein. Bien, exactement. Tu amènes un très bon point parce que justement, avec l'arrivée du gaz de schiste, des sables bitumineux, bien, ça a vraiment augmenté le transport ferroviaire de beaucoup. Une petite statistique qui m'a surprise. Au Canada, de 2009 à 2012, le transport du pétrole est passé de 500 à 140 000 wagons. Donc, c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est vraiment un boom qu'on connaît en Amérique du Nord et avec les conséquences qu'on connaît. Pour avoir une petite idée de Lac-Mégantic, en fait, c'est la mort malheureusement de 47 personnes. C'est une fuite de 5,6 millions de pétrole brut. Et là-dessus, il y en a 100 000 litres qui se sont déversés dans la rivière Chaudière. Donc, c'est vraiment des tonnes, des milliers de tonnes de terre qu'on va devoir essayer d'extraire du site et mettre ailleurs, décontaminer. C'est vraiment une catastrophe incroyable au point, ça aussi ça m'a surpris, c'est le plus grand déversement terrestre de pétrole en Amérique du Nord de l'histoire. Donc c'est triste, puis ça nous a fait prendre conscience qu'il n'y a pas seulement à Lac-Mégantic que la voie ferrée traverse le village. C'est le cas d'environ la moitié des villages au Québec qui sont traversés en plein centre, si on veut, d'une façon ou d'une autre, par la voie ferrée. Donc, ça aurait pu arriver à beaucoup d'autres endroits là, aussi. Là. Donc, ça a été non seulement un drame très marquant, mais une prise de conscience très grande de la part de la société, non seulement canadienne, mais québécoise, là, des dangers qui peuvent être liés au transport de ces matières dangereuses-là. Et ça a ramené dans l'actualité aussi le fait de peut-être essayer de trouver des nouveaux moyens de transporter ces matières-là qui sont, disons, en guillemets, moins dangereuses. L'oléoduc est revenu, disons, dans l'actualité comme peut-être une solution qui pourrait être une alternative intéressante. Hein? Bien, c'est souvent ce qu'on va avancer. Bon, les oléoducs sont plus sécuritaires que le transport ferroviaire, mais c'est pas parfait. Juste pour vous donner un incident qui est arrivé en 2010, c'est un oléoduc qui a eu des problèmes au Michigan, qui a laissé fuir 4 millions de litres de pétrole. C'est pas facile, on dit 4 millions de litres. S'imager ça, c'est pas facile. Oui, c'est dur. Mais c'est une quantité, c'est une énorme quantité de pétrole là, qui a été libérée là, dans la nature. Là. Puis au niveau des oléoducs, bon, il y a beaucoup de groupes environnementalistes au Québec et partout ailleurs au Canada qui s'inquiètent parce que les incidents ces 10 dernières années ont plus que doublé. Encore une fois, pour sortir des chiffres, en 2000, il y a eu 45 incidents liés aux oléoducs et gazoducs. Et en 2011, il y avait 142 incidents. C'est que ça a plus que doublé. Donc, c'est inquiétant. Le gouvernement enquête régulièrement sur des incidents. Ça peut être des explosions, des incendies, des fuites, par exemple.
Donc, oui, à certains niveaux, on va dire oui, c'est plus sécuritaire que le train, mais le risque nul, Le risque nul n'existe pas. n'existe pas. Et même si c'est une alternative très intéressante, ce n'est pas des infrastructures que l'on peut mettre en place du jour au lendemain non plus. Hein. Ça aussi, c'est un très bon point parce que, bon, ça prend du temps à construire. Actuellement, il y a des projets dans l'air. D'un côté, on parle d'inverser le flux de pétrole qui partait de Montréal vers l'Ontario. Bien là, on veut inverser. Dans un oléoduc déjà existant? Déjà existant. Okay. Donc, ça amènerait le pétrole, entre guillemets, sale, des sables bitumineux. On l'appelle du pétrole sale parce qu'au niveau écologique, c'est épouvantable. Donc, ça amènerait le pétrole des sables bitumineux vers le Québec et on pense même peut-être que ça transiterait jusqu'aux États-Unis par le Québec. Donc, les oléoducs existent déjà, c'est qu'on inverserait. Mais pour inverser le flux de pétrole, c'est pas aussi simple que tu fais une switch puis c'est fait. Le pétrole d'Alberta, pour commencer, c'est du pétrole beaucoup plus lourd que le pétrole actuel qui transite dans ces oléoducs-là. Donc, on parle que les risques de fuite sont beaucoup plus élevés, qu'il faudrait vraiment tout moderniser l'oléoduc. Donc, c'est pas si simple que ça. Puis le problème, si on peut appeler ça un problème, parce que des gens vont voir ça comme quelque chose de très positif, le développement du pétrole au niveau du Canada, parce qu'on parle d'une richesse dans l'avenir. Le Nord canadien est rempli de ressources encore inexploitées. Et ça devrait devenir, on risque de devenir des producteurs de pétrole dans les 5 premiers producteurs dans le monde d'ici peu de temps. Donc, naturellement, ça fait du développement économique, ça crée de l'emploi, mais ça n'apporte pas seulement que du positif. Il faut être capable d'encadrer ça pour qu'au niveau écologique, ça soit acceptable aussi. Puis c'est là où souvent les compagnies, bien, ça ne sera pas une priorité d'y aller dans ce sens-là, étant donné qu'il y a tellement de machines à faire de l'argent derrière tout ça. Et un lobbying très fort au niveau du gouvernement pour développer rapidement, pour faire de l'argent rapidement, parce qu'on parle d'actionnaires. Les actionnaires, le premier mandat d'un actionnaire, c'est de faire de l'argent le plus rapidement possible. Donc, c'est d'avoir un équilibre entre ce qui est écologique et ce qui est rentable au niveau économique. Hein. Puis pour les entreprises, ben souvent, le profit va passer avant la sécurité. Souvent, malheureusement. Puis même quand il y a des incidents, souvent, ils vont se faire un peu taper sur les doigts, il va falloir insister. Par exemple, bon, je parlais d'un incident au Michigan. 2 ans et demi après, il a fallu qu'on leur ordonne, la compagnie qui a fait ce déversement-là, qu'on leur ordonne de décontaminer le site parce que ça brettait, en bon français. Oui. Donc, puis c'est important aussi de souligner que le fameux inversement de flux, le propriétaire, c'est le même. C'est le même qui a fait le déversement au Michigan, qui se fait tirer l'oreille pour faire la décontamination. Disons que ça augure pas si bien que ça. Puis, ils ont beaucoup de difficultés, ceux qui sont responsables de ce transport de pétrole-là, de se responsabiliser par rapport au transport en tant que tel. Et lorsqu'il arrive soit des déversements ou des catastrophes, au niveau judiciaire, d'arriver à trouver des coupables, ça semble chose impossible à réaliser si on se fie à ce qui s'est produit jusqu'à maintenant. Hein. Puis ça, c'est un peu révoltant pour ne pas dire quelque chose d'inacceptable. Bien, ces compagnies-là, c'est souvent on s'entend que c'est pas une compagnie... c'est soit des compagnies étrangères, des États-Unis, de l'Ouest canadien. Ça fait que l'oléoduc qui va avoir des fuites au Québec, c'est pas ce qui va nécessairement les empêcher de dormir, c'est plate à dire, mais souvent, ils vont pas se sentir tellement concernés. Ils vont essayer de trouver d'autres coupables. C'est que le temps qu'ils essayent de trouver d'autres coupables puis se déresponsabiliser, ben là, ça traîne. Puis pendant ce temps-là, ben, il y a des zones contaminées ou bien pire, il y a des morts, comme par exemple à Lac-Mégantic. Ça va être tout un dossier là, au niveau juridique, Lac-Mégantic, ça va prendre des années. Ça engage des sommes astronomiques, puis on arrive même difficilement à s'imaginer combien ça peut coûter cher. Puis ne serait-ce que pour bien imager la façon avec laquelle ça peut être fort, ce secteur économique-là, c'est que les trains ont recommencé à circuler à Lac-Mégantic avec des matières dangereuses. On a essayé quand même de changer certaines réglementations sur l'information qui est donnée aux différentes municipalités pour que les municipalités au moins soient au courant du genre de matière qui circule dans leur municipalité et qu'ils puissent au moins avoir une certaine idée pour pouvoir naturellement se préparer à une catastrophe que l'on espère qu'il n'arrivera jamais, mais qu'on en a eu la preuve peut arriver. Il faut toujours être prêt pour ce qui n'est pas possible dans le fond. Bien, justement, prévoir ce qui est imprévisible. C'est un des points des villes et villages. On aimerait un peu plus de transparence, au moins savoir
savoir qu'est-ce qui traverse nos villes. Ben oui. Parce qu'on n'est même pas sûr que au niveau des matières dangereuses, on n'est même pas sûr que les compagnies appliquent bien les lois. Par exemple, bon, si on revient au niveau de lac mégantic, on en a beaucoup parlé, les fameux wagons-citernes n'étaient pas adaptés pour le transport du pétrole. On parle, en fait, ça aussi c'est quelque chose qui m'avait assez impressionné, là, c'est des wagons-citernes désuets. Il y a la moitié des 240 000 wagons-citernes en Amérique du Nord ont les mêmes caractéristiques que ceux qui ont explosé à lac mégantic, c'est-à-dire qu'en cas de collision, l'acier se déchire. C'est vraiment pas fait pour ça. Mais malgré tout, le pétrole va être transporté dans des wagons comme ça. Actuellement, ça se fait encore. Là, la moitié, 240 000 citernes en Amérique du Nord ont le même problème de sécurité. C'est Puis ça. certains datent de plus de 40 ans. Là, regarde, Donc, on faisait voyager le pétrole dans des citernes qui étaient adaptées, comme par exemple pour je sais pas, transporter de l'huile de maïs, des trucs comme ça. Ça n'a aucun bon sens. Donc, et il y a eu des rapports. On a pointé du doigt ces fameux citernes-là. C'est pas de hier qu'on se dit, mon Dieu, il y a un risque. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un quelque part qui a peut-être pas fait sa job, qui voyait les rapports passer, puis c'est clair que la loi n'était pas assez sévère. Ce qui s'est passé aussi, ça m'a totalement... j'en revenais pas. Quand j'ai su que jusqu'à l'incident de lac mégantic, c'était légal de laisser une locomotive en marche sur une voie principale avec des matières dangereuses. Donc, comme on sait, ce qui est arrivé, c'est que, bon, il y avait une pente, puis le train s'est mis en marche, les freins, on ne sait pas si ça a été mal appliqué ou X, Y, Z, mais ça n'a aucun bon sens. Là, la loi a été changée, il risque d'avoir d'autres changements, mais pour l'instant, déjà, on ne peut plus mettre comme ça une locomotive en marche avec des matières dangereuses sur une voie principale. Donc, c'est quand même, ben là, il fallait réagir aussi parce que ça n'a aucun bon sens. Mais ce qui est dommage, c'est que souvent, ça prend des incidents comme ça pour qu'on se réveille. Pour réveiller les gens, oui. Pour réveiller les gens. Puis, c'est vraiment dommage. Il faut prendre conscience. Là, en préparation de l'émission, je lisais dans la documentation que tu m'as envoyée hier durant la nuit. Et puis, je voyais que c'est un problème qui touche pratiquement tous les citoyens du Québec parce que la moitié des municipalités du Québec sont traversées par les voies ferrées. Et actuellement, à l'heure où on se parle, dans les médias, je ne sais pas si tu as suivi les médias dans les derniers jours, ça fait vraiment la manchette au niveau de Petrolia. Et qui est en cours avec la municipalité en ce qui concerne la réglementation qui a été passée pour protéger l'eau potable, qui a empêché de pouvoir exploiter le puits dans le domaine 4, je crois. Là. Et si jamais on en arrivait à transformer le pétrole là, ben nous aussi, nous allons avoir des wagons qui vont probablement passer tout près de chez nous et puis avoir à faire face à ce genre de problématique-là, à savoir comment transporter ce pétrole-là de façon sécuritaire. Exactement. Ça nous touche tous. Tout le monde est touché, puis justement avec l'espèce de course vers le pétrole, le gaz de schiste, ce qui arrive aussi, c'est que les moyens techniques se sont améliorés. Maintenant, on peut aller extraire du pétrole dans des roches qu'on ne pouvait pas autrefois. C'est ça qui fait que... Par la fracturation, c'est ça? Par la fracturation. Donc, il y a longtemps, il y en a eu du pétrole dans la région de Gaspé. Je ne sais pas si on recule de 100 ans, mais c'était trop coûteux pour valoir la peine. Mais là, maintenant, il y a beaucoup d'endroits au Québec qui vont devenir rentables. C'est exactement l'argumentation qui existe actuellement pour les ressources qui sont dans le Nord canadien. Actuellement, on n'a pas la technologie pour aller l'exploiter, mais ils sont en stand-by et ils attendent juste qu'au niveau de la bourse, que ce soit rentable de le faire au niveau du marché international. Mais c'est des territoires qui sont en attente d'où l'importance de sortir une règlement. Le gouvernement n'a pas encore passé de règlement en ce qui concerne l'exploitation du pétrole. Là, on attend même au niveau du jugement. Le jugement va probablement être donné par le juge Moulin, justement, à propos de ce dossier-là, sans qu'il y ait une réglementation qui ait été faite au préalable par le gouvernement. On aurait aimé qu'avant le jugement, ce règlement-là soit présent, mais ce n'est pas le cas. Bien, c'est pour ça qu'on demande un moratoire, parce qu'on a l'impression que tout se fait n'importe comment. On ne connaît pas encore les impacts dans plusieurs zones, puis on donne des permis d'exploitation. Donc, c'est pour ça que les gens sont un peu en colère et avec raison. Donc, dans des régions comme la Gaspésie, qui est une zone très sensible, il y a le fleuve Saint-Laurent, la nature est partout. C'est pas juste aussi, oui, il y a l'eau potable, mais on dépend beaucoup du tourisme, c'est clair.
Donc, si on devient là, avec des wagons partout de pétrole, puis c'est sûr que ça va enlever le cachet à la Gaspésie, puis sans compter les impacts au niveau de l'eau potable, au niveau de... Mais du moins, si on pouvait au moins s'assurer d'avoir le matériel adéquat pour gérer ce risque-là, d'avoir des wagons peut-être un peu moins vieux que 20 ans ou carrément qui ont été construits pour faire face aux réalités d'aujourd'hui, avoir des oléoducs qui sont performants à la fine pointe de la technologie. Pourquoi pas ces industries-là n'iraient pas vers une mise en place d'un mode de transport sécuritaire qui rassurerait la population, qui nous permettrait de pouvoir utiliser une ressource qui est, d'après moi, primordiale au point de vue du développement économique de la Gaspésie. On dit que le tourisme est important, mais on ne peut pas développer la Gaspésie exclusivement sur le tourisme. On parle de beaucoup de bidous là, qui sont là. Non, c'est sûr qu'on ne peut pas faire comme si on dépend du pétrole. Puis c'est clair que si on peut dépendre du pétrole qu'on peut aller chercher chez nous, plutôt que... Comme Terre-Neuve, là, c'est une province qui est riche maintenant de par l'exploitation du pétrole. Oui, on peut s'enrichir. Puis là, c'est toute la société de Terre-Neuve, le système de santé, le développement, les systèmes d'éducation. Il y a ce côté-là, ce que ça rapporte au point de vue économique permet d'augmenter la qualité de vie des gens qui en profitent. Hein. C'est clair, les gens ont besoin d'emploi ici. C'est juste peut-être pas n'importe comment. N'importe comment. Je pense qu'il est là le nerf de la guerre. Hein. C'est ça, c'est qu'on veut que ce soit bien supervisé. C'est sûr que si on peut avoir le pétrole d'ici plutôt que de dépendre du Moyen-Orient, par exemple, où on dépend des fluctuations de marché, etc., c'est sûr que ça serait mieux que ce soit ici. Mais c'est lorsqu'on voit l'équipement qui se promène, c'est sûr que ça amène des gros points d'interrogation. Et c'est pas seulement pour le pétrole. En faisant la recherche, je voyais aussi au niveau des produits dangereux, il va y avoir par exemple les engrais qui peuvent être explosifs, l'ammoniac et le chlore qu'on peut pas transporter par oléoduc. Et ça peut former des nuages toxiques. Donc en chiffres, là, les matières dangereuses, c'est transporté 45 par route, 39 par train, 15 par bateau. Puis... c'est sûr que le fait, par exemple, que le train existe, ça va désengorger les routes. On n'a pas envie d'avoir 10 millions de camions non plus sur les routes, mais on n'a pas envie non plus que des trains se promènent comme ça sans normes de sécurité. Parce ce qui arrivait aussi, c'est qu'il y a une quarantaine d'années, le fédéral a décidé de vendre des parties de tronçons de chemin de fer à différentes compagnies. Ce que ça a amené en privatisant certains secteurs, tout ça, c'est qu'il y a eu un relâchement des normes de sécurité, c'est triste à dire, mais il y a des compagnies, si tu leur tapes pas sur les doigts, ils vont pas se donner la peine de mettre à jour leur citerne, d'aller inspecter leur chemin de fer. Oui. Puis, ça va prendre un encadrement au niveau du gouvernement qui va vraiment faire un suivi de près, là, parce que pas ces matières-là, même si le tronçon appartient pas au CN, il y en a quand même une responsabilité gouvernementale. La preuve, c'est que la majeure partie des argents qui ont servi à décontaminer le lac Mégantic, c'est de l'argent de l'ensemble des Québécois. Là. C'est pas la compagnie qui a payé pour ça. Ils exactement, parce que la compagnie MMA, est-ce qu'ils vont payer? Ils vont payer quand? Puis en quelle année? C'est ça qui est dommage. C'est sûr qu'il y a des grosses compagnies comme le CN, par exemple, vont mieux entretenir leur voie qu'une compagnie comme MMA qu'on a vue là. Est-ce que ça serait vrai de dire que c'est plus payant de transporter du pétrole que de transporter la population? Je pense que poser la question, c'est une réponse. Je pense que oui. Hein? Je veux dire, ici, bon, on attend notre train. Je trouve ça vraiment déplorable qu'on n'a pas notre train. Puis, s'il fallait qu'on puisse extraire le pétrole, tu vas voir le train qui va arriver. Là, c'est là que je voulais en venir. Là, oui. C'est triste de voir que c'est toujours l'argent qui mène le monde. Oui, au développement économique, mais pas n'importe quel. C'est un grand débat, puis c'est toute une responsabilité que le gouvernement a de légiférer de façon convenable, parce que ça va paver la voie de l'avenir pour le développement futur. Donc, c'est pas quelque chose qui se doit d'être fait à la légère. Là, on a des gens qui ont beaucoup d'expérience dans la vie politique, qui appuient le développement pétrolier au Québec. J'entendais ce matin à Radio-Canada un manifeste qui a été signé par Bernard Landry. Là, on s'entend-tu que c'est quand même une personne qui a un petit bagage derrière la cravate? Là? Et puis, il y a plusieurs personnalités comme M. Landry qui appuient le projet de développer le pétrole au Québec. Là. Donc, à quelque part, ça serait d'avoir un équilibre entre se protéger et avoir quelque chose qui apporterait de la richesse
à la nation québécoise. C'est sûr qu'on ne peut pas renoncer à nos ressources naturelles, même au niveau des mines. Les mines aussi, il y a des risques. Donc, l'idée, c'est pas de dire non. On peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Ben, c'est ça. Il y en a plusieurs qui vont dire ça comme expression. Il y a un risque, mais bon, quand on voit les rapports qui ont circulé ces dernières années, au niveau, par exemple, des trains, des wagons-citernes désuets, bien là, je pense qu'il y a un problème quelque part. Il y a juste d'avoir un déraillement au Nouveau-Brunswick, ce qui est en train de se C'est ça, parler. depuis quelques temps, là, on porte peut-être plus attention, mais il y en a quand même beaucoup. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de... Maintenant, il y a des localités qui veulent changer leur chemin de fer d'endroit, qui ne veulent plus que ça circule, notamment le lac Mégantic. Puis aussi, c'est que maintenant, on parle que peut-être les compagnies d'assurance ne voudront plus assurer les gens qui sont près des voies ferrées. Donc, ce qui amène les villes à réfléchir au fait d'arrêter de donner des permis de construction dans ces zones-là. C'est sûr que les gens qui sont déjà là, bon, ils vont avoir des droits acquis, ils peuvent rester là, mais je pense que les villes devraient se poser des questions de permettre les gens de se construire autant près des voies ferrées que près des zones inondables, par exemple. Parce que sinon, c'est les compagnies d'assurance qui vont se virer de bord puis qui vont dire, ben nous, on n'assure plus parce qu'il y a trop de risques de catastrophes. Là. Puis on parle beaucoup au niveau de Pétrolia pour parler de quelque chose qui nous touche directement, la MRC Rocher-Percé, MRC Côte-de-Gaspé. On parle beaucoup de protéger l'eau potable, d'où je pense qu'il y a 70 municipalités au Québec qui ont passé un règlement dans le même sens que celui-là qui a été passé à Gaspé. Mais on ne parle pas beaucoup de tout ce qui concerne le transport de cette matière-là. On protégeait notre eau, mais on n'a pas vraiment beaucoup parlé du transport. Pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement d'actualité et qui devrait quand même être suivi de près. Je fais quand même assez confiance à ceux qui manifestent contre l'exploitation pétrolière sur ce point de vue-là. Mais moi, j'en ai pas autant entendu parler que la protection de l'eau potable en tant que telle. On s'entend que c'est très important, l'eau potable, mais la 132, moi j'ai la 132 puis la voie ferrée en avant de la maison. Là. Non, c'est vrai, c'est parce que déjà, il y a quand même des réticences face au projet. Aussi, la voie ferrée, pas loin, hein? Bien, la voie ferrée est très proche de chez nous. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a tellement déjà de réticences face au projet là, à Haldimand qu'on n'a pas envie de mettre un autre facteur que les gens vont être encore plus en colère parce que, veut pas, les gens vont se dire « Ouais, mais le transport, c'est une autre chose. » Peut-être pour ça qu'on n'aborde pas tout de suite, je sais pas. Mais c'est clair qu'en Gaspésie, si vous avez déjà pris le train, ça allonge tous les villages. Puis c'est quand même, c'est la mer, c'est le gagne-pain de plusieurs personnes, la pêche aussi. C'est pour ça qu'au niveau près du fleuve Saint-Laurent, une catastrophe écologique serait épouvantable. Le fleuve Saint-Laurent, un écosystème incroyablement fragile. Extrêmement fragile, puis ça prend vraiment pas beaucoup de pétrole pour contaminer une grande quantité d'eau potable. Il y a eu justement des contaminations dans certaines localités, aux États-Unis par exemple, avec les fameux oléoducs. Puis ça prenait pas grand-chose pour que toute la nappe phréatique soit contaminée pour pas mal longtemps. Donc, l'eau potable... C'est vraiment le monde en envers. Hein? Ça prend pas beaucoup de pétrole pour contaminer une grande quantité d'eau potable, mais ça prend énormément d'eau potable pour réussir à produire le pétrole qui vient de l'Ouest canadien. Puis c'est des bassins, là, on veut même pas le savoir, mais je vous le dis, là, j'ai... Non, au niveau moi personnellement... C'est un pétrole qui est désastreux à produire, celui-là de l'Ouest canadien. Il est certainement rentable, mais ça prend énormément d'eau. C'est un pétrole très sale, puis au niveau mondial, le Canada est renommé pour ses sables bitumineux. Malheureusement, ça nous fait mal paraître. Donc, moi, personnellement, je serais vraiment pas d'accord qu'on inverse le flux puis que ce pétrole-là s'en vienne à Montréal. S'il y a une catastrophe, ça va être épouvantable. On peut trouver des alternatives. Par contre, on a une péréquation qui nous vient de l'Ouest canadien maintenant en tant que province, deuxième province la plus pauvre, je crois, maintenant au Canada. Donc, ça a vraiment enrichi les provinces de l'Ouest et eux ont pu se payer un meilleur régime de santé et ne pas rouler de façon déficitaire au niveau provincial, du moins. Donc, ça a quand même des avantages financiers. C'est sûr que quand tu regardes l'Alberta, je connais plusieurs personnes qui ont parti travailler là-bas. C'est des emplois, c'est des emplois même des Gaspésiens. C'est des emplois. Vrai que c'est payant? Oui, c'est des emplois très payants. Mais le coût de la vie est plus haut. Donc, peut-être que si tu fais le calcul, je ne sais pas si la différence est si énorme que ça. Mais il y a quand même des provinces comme la Colombie-Britannique
qui, eux, se sont dit non, on n'en veut pas d'oléoduc d'Alberta. Ah oui? Oui, qui n'étaient pas en C'est vrai, j'ai faveur vu ça. de Oui. ce projet-là. Donc, puis même aux États-Unis, là, parce qu'évidemment, Donc, la Colombie-Britannique a carrément eu le courage de dire non au développement d'un Puis oléoduc. les États-Unis, il y a un gros point d'interrogation parce qu'évidemment, l'Alberta veut écouler son pétrole partout. Ben oui. Puis les États-Unis aussi, un gros point d'interrogation, ne sont pas certains de vouloir ce pétrole-là dans leur Il y a territoire. un oléoduc qui traverse, qui va aux États-Unis, est-ce que je me trompe? Oui, il y a un oléoduc. Là, il y a eu des négociations assez musclées. Bien, c'est vraiment des gros projets de plusieurs milliards. Là. Comme il y a un projet d'inversion de flux, mais aussi un projet de construction d'oléoduc au Québec. C'est une autre chose, ça, vraiment, de partir de zéro puis construire. Donc, ça s'en vient vers là. Les compagnies mettent beaucoup de pression. Il y a des lobbies, comme tu le disais. Puis... Ça risque de faire en sorte qu'on ne mette pas beaucoup d'argent sur les énergies vertes. Tu amènes un excellent point parce que les gens disent, bon, ben si on met tout l'accent, le gouvernement met l'accent sur le développement des oléoducs, etc., ben c'est de l'argent qu'il ne mettra pas sur le développement de l'énergie éolienne. Ici, au Québec, on a la chance d'avoir l'hydroélectricité, qui est quand même beaucoup. Puis, il y a l'énergie solaire qui s'en vient tranquillement. Puis, il y a aussi tous les combustibles, par exemple, végétaux. C'est quelque chose qui se développe. Mais au Québec, on ne prend pas la peine beaucoup de faire des recherches là-dessus parce que tout est axé sur le pétrole. Mais le pétrole, ce n'est pas une ressource inépuisable. Non, c'est important de le savoir. Puis, un jour, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, puis le temps de se préparer, ce n'est pas le jour qu'il n'y en aura plus. Mais entre les deux, mon Dieu, quel argent à faire. Bien, c'est sûr que les compagnies, le profit est là, donc ils vont... Puis comme je disais, les compagnies d'eux-mêmes, c'est rare qu'ils vont décider de tout rénover leur flotte de wagons. Ils vont attendre qu'un incident ou que le gouvernement mette des lois plus sévères ou leur tire l'oreille, que là, peut-être qu'ils vont décider de mettre plus d'argent pour entretenir la voie ferrée ou leurs wagons. Mais d'eux-mêmes, c'est triste à dire, mais c'est assez rare les compagnies qui ont une espèce d'engagement humanitaire. Ah, OK, nous, la priorité, c'est la sécurité. Ça existe. Mais c'est vraiment une minorité de compagnies qui font ça. Là. Donc, voilà une émission qui fait beaucoup réfléchir. Je crois que ça va certainement créer une discussion chez les gens à la maison. Et c'est un sujet qui tant qu'à moi, inépuisable. Quand on sait que la voiture électrique, ça fait au-delà de 100 ans qu'elle existe, pourquoi qu'elle n'est pas sur le marché? Bien, on n'a qu'à penser, c'est tout simplement parce que c'est payant de nous faire consommer du pétrole, puis d'avoir des voitures qui durent 10 ans, et puis que, malgré que la tienne, ça fait longtemps que tu la roules, on ne peut pas dire que c'est toi qui fais rouler l'économie des voitures. C'est une 93, elle roule toujours. Ah, du Toyota, là. Toyota. Ouais. Malgré que toutes les marques sont pas mal égales maintenant, mais les moteurs sont bons. Voilà. Alors, c'est ce qui va conclure l'émission Le Pour et le Contre pour cette semaine. Ben oui, ça fait plaisir. Un sujet très chaud. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet d'actualité. Avec plaisir. Alors, au plaisir de se voir la semaine prochaine.